Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission dont je dis tout. Au mois de septembre dernier a été publiée une charte élaborée par un collectif de journalistes intitulée « Charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique ». Elle invite les journalistes à revoir leur façon de parler d'écologie, l'allier à tous les sujets, en expliquer les conséquences, les causes, mais aussi expliquer les solutions et pratiquer un journalisme à bas carbone, bref, changer les habitudes de travail. À la tête de cette initiative, Vers le Média, qui a sollicité les services d'Anne-Sophie Novelle, qui a coordonné les opérations, autrice, enseignante en école de journalisme, journaliste freelance, titulaire d'un doctorat de sciences économiques, spécialiste des questions concernant l'avenir du métier de journaliste. Nous avons l'honneur de la recevoir. Bonjour Anne-Sophie Novelle. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour nous accompagner en plateau, nous recevons également le directeur de l'Académie ESJ Lille, titulaire d'un doctorat en sciences de la Terre et de l'univers, responsable du Master 2 Climat et Médias, journaliste scientifique et signataire en personne de la charte. Bonjour Olivier Abalin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté également notre invitation. Alors avant d'analyser la mise en place de cette charte, revenons ensemble sur les dernières revendications en termes d'écologie. Nous accueillons Manon Le Dentric. Bonjour Manon. Bonjour Nathéo. Alors Manon, comment se manifestent les dernières demandes d'action en faveur du climat ? Eh bien, création de mouvements, manifestations, grèves, hashtags, pétitions, saisie de la justice, les citoyens ne sont pas en manque d'aspiration lorsqu'il s'agit de montrer leur mécontentement au pouvoir public. Autant d'actions pour se faire voir, se faire entendre, bref, qu'on leur accorde de l'attention. Parce que pour bon nombre de citoyens, il est important d'agir. Je vais ici me pencher sur la manière dont la population exprime son mécontentement à travers de nombreuses initiatives. Alors dernièrement, difficile de ne pas prêter attention au collectif Dernière Rénovation, interruption d'une demi-finale à Roland-Garros, d'une étape du Tour de France, du match PSG-OM en s'accrochant au filet ou en se couchant sur la route pour alerter sur les moins de 900 jours qui restent pour inverser la courbe. Ce collectif, Manon, qui est issu d'Extinction Rebellion. Oui, eh bien, Extinction Rebellion, c'est un mouvement qui prend racine en 2018 et qui comptabilise à ce jour pas moins de 104 groupes locaux. Ce mouvement préconise la désobéissance civile non violente via des campagnes d'extinction publicitaire, notamment surnommées « Ce n'est pas Versailles ici ». En complément, le mouvement propose des formations de désobéissance civile ou bien d'expression face aux médias. Le but, passer un message limpide et utile aux journalistes. La jeunesse, au premier plan de ses revendications, ne manque pas l'opportunité de montrer sa colère aux politiques et aussi au mauvais traitement de l'information. Oui, une jeunesse préoccupée qui se mobilise. Lancé l'été 2018 par Greta Thunberg, le mouvement Friday for Future a réussi à avoir un écho dans les médias. Jour habituellement scolaire, le vendredi est devenu un jour de grève étudiante. Cette grève qui déserte les écoles montre bien la colère des jeunes. Depuis 2018 et jusqu'aujourd'hui, les jeunes continuent de se mobiliser autour de manifestations autour du monde. En France, le collectif Youth for Climate reprend le mouvement gréviste en 2019 et s'implante avec un peu plus de 130 groupes locaux. Ce même collectif adresse une lettre ouverte aux politiques et gouvernements de France et d'Europe afin qu'ils prennent les choses en main. Mais il faut se le dire, les médias se sont habitués à avoir de tels événements, devenus banals et faibles. La médiatisation n'est plus autant que l'espoir des jeunes. Alors ça, c'est ce qui concerne la jeunesse. Qu'en est-il des scientifiques ? Oui, qui de mieux placé que les scientifiques pour alarmer sur la situation, car eux aussi veulent être vus et entendus. Scientifiques en rébellion, par exemple, c'est un collectif de désobéissance civile. Ils s'engagent dans des actions de protestation. Ces collectifs relayent aussi leurs actions sur les réseaux sociaux avec l'utilisation d'hashtags. L'objectif, c'est de donner de la visibilité à leurs actions pour atteindre un plus grand nombre d'internautes. Enfin, quel rôle jouent les réseaux sociaux qui sont partout présents dans nos sociétés ? Eh bien, ces plateformes, elles permettent la diffusion de pétitions à l'égard du gouvernement, par exemple, sur l'urgence de prise de décision. Portée par 4 organisations, Notre Affaire à tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Oxfam France et Greenpeace France, la pétition L'Affaire du siècle a obtenu plus de 2 millions de signatures en 3 semaines, un réel record en France. Le 14 octobre 2021, le jugement est rendu. Alors que l'État est déjà condamné pour inaction climatique, il doit désormais réparer ses torts. L'appel à la justice des citoyens pour condamner l'État est encore ici une preuve du mécontentement de la population qui en attend plus de ses pouvoirs publics et intrinsèquement des médias qui sont liés pour traiter correctement l'information.
Olivier Abalin, vous êtes directeur de l'Académie USJ Lille, vous fréquentez quotidiennement des étudiants. Est-ce que vous sentez que ces derniers temps, les revendications et surtout les mentalités ont changé ? Ah oui, alors c'est une très bonne question. Effectivement, on sent un surcroît d'intérêt déjà chez ces jeunes majeurs, parfois, qui ont été formés pendant leur parcours scolaire par des enseignants et enseignantes qui eux-mêmes paraissent avoir pris quand même la mesure du problème. L'éducation nationale a fait figurer, alors on peut regretter le faible nombre d'heures consacrées au sujet, mais fait quand même figurer le sujet à la fois de la transition énergétique et puis plus globalement de l'impact des activités humaines sur l'environnement et sur le climat au programme des classes alors de collège et puis de lycée. Alors en lycée, il n'y a pas encore grand-chose, mais on voit bien que il y a eu une mobilisation quand même des enseignants sur le sujet. Donc derrière, on se retrouve face à des étudiantes et étudiants qui sont en demande, en revanche là, de contenu. C'est-à-dire, on a besoin de comprendre les ressorts et les façons d'agir. Anne-Sophie Novelle, quel rôle jouent les médias dans le retentissement, dans le rayonnement de ces actions ? Pour moi, il est assez essentiel dans la manière dont ces actions vont être analysées. On peut présenter les choses de différentes manières. Soit on en fait des actes effectués par des écologistes dits radicaux, et le terme radical en tant que tel sous-entend toujours qu'il y a quelque chose de problématique. Ou alors on essaye d'aller un peu plus loin en essayant de comprendre ce qui pousse ces jeunes à agir de la sorte, en expliquant que cette violence peut-être dégrade une certaine forme de matériel, mais il n'y a pas forcément de violence qui porte atteinte à la personne. Et ça, ces dernières semaines, j'ai l'impression que ça a un petit peu évolué. Par exemple, sur France Inter, il y avait des reportages à la fin de l'été sur les jeunes qui avaient détruit les golfs, et on s'était arrêté juste à une présentation d'actions violentes, dégradantes, effectuées par des personnes assez radicalisées. Et là, ce matin, on présentait la purée envoyée sur un tableau de monnaie, je crois, en Allemagne, avec une interview du directeur de France Nature Environnement qui expliquait que c'était des actes de désobéissance civile. Et quand on s'intéresse à l'histoire de ces actes de désobéissance civile, on comprend que ce sont des modes d'action qui sont très normés, qui expliquent que c'est de la non-violence. En tout cas, il n'y a pas de dégradation envers des personnes. Et quand les faucheurs volontaires ont commencé à faucher des champs d'OGM, c'était le même type de choses, c'est de dire nous trouvons qu'il y a des choses qui sont illégitimes, nous ne les acceptons plus, et notre façon de se faire entendre est d'avoir ce type de comportement. Et juridiquement, ça a des conséquences par la suite d'ailleurs. Donc moi je trouve ça plus intéressant quand on donne du champ pour du coup éviter de tomber dans une polarisation et de vous contre ou pour ce type d'agissement, mais plutôt à non analyser à l'origine de ces agissements ce qui en est la cause et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux entendre ce message, parce qu'on n'en vient jamais à ce type d'action sans raison en fait. Alors justement, la charte, elle est faite pour faire évoluer la parole des médias quand ils parlent d'écologie. Comment les médias français parlaient jusqu'à présent d'écologie ? Nous allons en parler dans quelques instants avec Justine Rouillard. Bonjour Justine. Bonjour Nathéo. Dis-nous, dans quel contexte s'inscrit la charte ? Cette charte, elle s'inscrit dans un contexte, elle propose 13 points fondamentaux pour aider les journalistes à mieux travailler et à mieux modifier leur façon de travailler. C'est bien de cela que l'on parle, traiter le climat, le vivant et la justice sociale de manière transversale. La prise de conscience est-elle universelle dans la presse et jusqu'à présent, quelle place dans les médias pour l'écologie ? Le GIEC a publié le 4 avril dernier son rapport. Il évoque la nécessité d'une transformation radicale de nos modes de vie sous 3 ans pour limiter les GES, c'est-à-dire les gaz à effet de serre. Ce dernier rapport, il est crucial, c'est sûrement l'un des plus importants.
Et cependant, selon l'Observatoire Climat Média, du 4 au 6 avril, ces JT, notamment les grands JT de TF1, France 2 et France 3, n'ont cumulé que 13 minutes qui concernent ce sujet. Ce rapport est paru en pleine campagne présidentielle et les différents candidats ont peu été interrogés sur l'écologie. Pour ceux dont c'est le mot d'ordre, ils ont plutôt été rabroués concernant les sondages d'opinion et on a peu vraiment approfondir sur le programme écologique. Ce rapport, il est important, mais on remarque aussi que même si les journalistes évoquent le dérèglement climatique, c'est souvent lors d'événements qui font écho dans l'actualité, lors des COP, lors des catastrophes naturelles, mais aussi même lors de la démission de Nicolas Hulot, il y a quelques années, selon toujours cette étude de Paul Leclerc sur les JT de TF1 et de France 2. Alors qu'en est-il justement des feux de forêt et des canicules de l'été dernier ? Alors, bien sûr, ils ont été traités par les médias, mais comment ? Entre images d'enfants qui jouent dans l'eau et des commentaires sur des températures très agréables, il y a une qui a personnellement retenu mon attention, c'est celle du Populaire du Centre. Elle date du 23 août et elle est titrée « Une canicule heureuse ». Certes, le quotidien a fait son mea culpa le lendemain, mais cela révèle que sans critique, cette formulation et même le choix de l'image n'a pas été remise en cause par le journal. Ça illustre un petit peu le manque, c'est même flagrant, le manque de formation des journalistes sur le sujet, qui minimisent, voire banalisent, sans forcément le faire exprès, les canicules à répétition et leurs conséquences. Ainsi, seulement 2 à 4% des reportages évoquaient le changement climatique sur les JT respectifs, toujours de TF1, France 2 et France 3, en août, pendant ces mêmes canicules et feux de forêt, selon une autre étude de Climat Média. Et le militantisme écologique, comment a-t-il été traité ? Alors, je vais d'abord vous parler de l'arrestation de Julia Steinberger, qui est scientifique du GIEC et qui est elle-même co-autrice de ce 6e rapport dont nous avons parlé tout à l'heure. Elle a manifesté ce 11 octobre en Suisse pour dénoncer l'inaction face au dérèglement climatique. Alors, les médias, ils ont beaucoup évoqué cette arrestation, ils ont beaucoup évoqué que c'était quelque chose de très grave, qu'elle-même elle manifeste, mais sans approfondir et sans revenir sur le dérèglement climatique. On va aussi revenir sur l'action de 2 militantes de Just Stop Oil, qui fait écho à ce qui s'est passé hier avec le jet de soupe dont nous parlait Anne-Sophie. Ces deux militantes de Just Stop Oil ont jeté de la soupe sur un tableau de Van Gogh. Vous en avez tous entendu parler et c'est le but. Le but était de créer une polémique pour remettre la question des médias, la question du climat dans les médias, Les médias ont retenu beaucoup la violence de ce geste sur une œuvre qui était, soit dit en passant, protégée par un tableau. On a dénoncé un groupe de radicaux qui se fichaient de la culture, mais bien au contraire, dans un article qui est publié sur votre blog et aussi sur le site du Monde, Anne-Sophie Novelle, vous y exprimez le non-sens qui s'est produit, la polémique est restée sur la forme et n'a même pas effleuré le fond. Les activistes dénonçaient la nécessité de préserver la nature, en fin de compte. Cela questionne la responsabilité des médias. Le 4e pouvoir est-il vraiment à la hauteur des enjeux climatiques ? Néanmoins, tout n'est pas à bannir. De nombreux médias s'engagent dans une transition pour mieux informer. C'est le cas de Radio France qui s'engage dans un tournant environnemental, vraiment, c'est ce qu'ils ont publié. Pour conclure, je voudrais évoquer un chiffre qui est ressorti lors des assises du journalisme. Un Français sur 2 estime que les médias n'évoquent pas assez le changement climatique. Merci beaucoup Justine. Anne-Sophie Novelle, peut-être que vous allez revenir d'ailleurs sur ce que Justine a dit par rapport à votre réaction sur le souillage pour certains d'un tableau qui, on le rappelle, était protégé. Mais avant ça, une question, en quoi les médias français doivent-ils faire évoluer leur manière de parler d'écologie ? L'urgence climatique est devenue plus réelle qu'elle ne l'était avant. Avant, c'était surtout un fait scientifique, dont d'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, on a pu énormément débattre, à tort, parce qu'on a fait un débat entre des propos scientifiques et des climato-sceptiques, ce qui était en fait assez gênant, et c'était peut-être un peu moins fort en France, même si on avait quand même des gros sceptiques avec Claude Allègre. Mais maintenant que ces faits scientifiques sont reconnus comme étant, il n'y a plus de doute à avoir, on a plus du relativisme qui s'exprime. Donc la question c'est, est-ce que on continue à traiter de ces problématiques comme étant une rubrique à part dans un journal, ou est-ce qu'on en fait un élément, un socle commun de connaissances qui nous permettent de réinterroger le monde dans lequel on vit, et de questionner le fonctionnement économique, d'interroger nos dirigeants et nos responsables politiques en connaissance de cause, de voir aussi dans les éléments plus culturels et sportifs ce qu'il en est. Et c'est vraiment l'invitation qui est derrière la charte que nous avons faite. C'est pas pour donner la leçon ou faire la morale, c'est juste dire aujourd'hui on n'a plus le choix que de questionner avec ces éléments en tête.
Ouais, c'est l'objectif premier de la charte, ça on l'a bien compris. Olivier Abalin, la politique de l'ESJ, est-ce qu'elle a évolué? Comment elle a évolué ces derniers temps en faveur justement de l'action climatique? Alors, on va parler de la politique de formation, véritablement, ce que dans la foulée de ce que dit Anne-Sophie Lenevel, on ne peut plus avoir, et c'est même Vincent Giret le dit aussi, le directeur de l'information à Radio France, on ne peut plus avoir aux manettes d'une matinale ou d'une rédaction des personnes qui ne connaissent pas l'enjeu et ne sont pas capables de l'infuser dans les sujets qui mériteraient de bénéficier de cette dimension-là. En fait, l'ESJ n'a jamais vraiment cessé de former des journalistes au journalisme scientifique. Ça fait 30 ans que la formation de journalisme scientifique est maintenue et maintenant développée au sein de l'ESJ Lille. Mais c'est vrai que la nouveauté cette année, c'est que ces journalistes scientifiques sont intégrés dans la même promotion que leurs camarades journalistes généralistes. La réflexion étant de se dire que cette dimension scientifique, donc en santé, en environnement notamment, fait partie de la culture générale d'une honnête journaliste ou d'un honnête journalisme au sens honnête, c'est-à-dire parfaitement formé, parfaitement informé des différents enjeux auxquels elle ou il devra se confronter. Alors dernièrement, Lou Espargilière, qui justement travaille pour et qui a même fondé Vers le Média, est intervenu à l'ESJ pour une action autour des causes, des conséquences du climat avec un atelier de fresques avec les masters. Justement, Charlotte Chauvel, notre reporter, s'est rendue au siège de Vers le Média pour comprendre un petit peu les méthodes de travail. C'est un reportage dont je dis tout. Nous le savons, les médias sont en partie responsables de la perception que nous avons de l'écologie et de la crise climatique. Face à certains médias pratiquant la désinformation, d'autres, au contraire, se sont engagés pour un journalisme plus vert, ou en tout cas à la hauteur de cette crise. Pour On Je Dis Tout, je me suis rendue à Paris, dans les locaux de Vert, pour mieux comprendre et saisir les méthodes de travail de ce média écologique. Alors, je m'appelle Lou Espargilière, je suis journaliste et rédacteur en chef de Vert, le média qui annonce la couleur. Vert, c'est une newsletter quotidienne qui offre un tour d'horizon assez généraliste de tous les sujets liés à l'écologie, qui a été créée en janvier 2020. Et donc voilà, on va tout doucement vers nos 3 ans. Donc l'idée, c'était pas d'agir forcément pour le climat. Il se trouve que moi, je travaillais sur l'écologie déjà et que je me sentais un peu inaudible sur ce sujet-là. Et puis je trouvais aussi que l'information était pas suffisamment bien délivrée au grand public sur l'écologie. Et donc l'idée de Vert, c'était à la fois de faire un outil de revue de presse pour des gens qui ont un métier en rapport avec l'écologie, genre des journalistes qui bossent sur l'écologie, mais aussi un outil pédagogique, grand public, où on fait beaucoup de vulgarisation, où on explique les ordres de grandeur, les échelles de temps. Et l'idée, c'est que le grand public puisse s'approprier des sujets hyper compliqués avec des articles courts, simples, faciles d'accès. Donc voilà, ça les deux jambes de Vert. En général, on parle d'écologie, mais on parle de tous les sujets liés à l'écologie au sens très large. Donc évidemment, on parle de climat, on parle de biodiversité, mais aussi de transport, d'énergie, de déchets. Et surtout, on a un regard assez politique sur l'actualité de l'écologie, histoire de sortir un petit peu des petits gestes, quoi. Voilà, l'écologie, les gestes individuels, c'est important, mais l'essentiel des bouleversements est produit à un niveau systémique. Donc c'est bien d'avoir un regard politique et même géopolitique sur ce sujet-là. Alors non, on ne se définit pas du tout comme un média militant. Globalement, des journalistes qui parlent d'écologie et qui en parlent un peu fort, qu'on entend parler assez fort dans les médias de ces sujets-là, on a souvent l'habitude de les taxer de militants, alors que nous, à Vert, mais comme d'autres, on se fait simplement le relais des alertes du GIEC, sur toute la partie constat, et après sur les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre en France et ailleurs. Là, pour le coup, on organise le débat, et voilà. Par contre, on est engagé pour le droit de savoir des citoyens, on est engagé pour que globalement, les journalistes et les médias parlent mieux de tous ces sujets-là. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est à l'initiative de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, dont je ne doute pas que nous allons parler dans un instant. Donc elle s'appelle la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique,
pas la charte des journalistes pour le climat ou des choses comme ça. L'idée étant justement d'être précis, de dire que c'est pas les journalistes qui bossent sur l'écologie, que c'est pas les journalistes écolos, donc les journalistes qui pourraient être militants ou que sais-je. L'idée, c'est en fait d'outiller la profession dans son ensemble, y compris et surtout des journalistes pas experts de l'écologie, pour qu'on mette de l'écologie dans tous les sujets, qu'il y ait de la vulgarisation, de la pédagogie, qu'on l'illustre correctement, qu'on en parle bien dans toutes les rubriques, y compris et surtout les rubriques qui ne sont pas la rubrique environnement des médias. Alors la charte, la semaine de sa sortie, elle a été signée par plus de 100 rédactions, parmi lesquelles RFI, France 24, il y a eu 20 minutes, Mediapart et plein d'autres. Elle a été signée par la totalité des écoles de journalisme reconnues par la profession, par des boîtes de prod, par des syndicats, par des assos de journalistes, etc., etc. Ainsi que par 1600 journalistes individuellement. Donc ça a complètement dépassé nos attentes, on ne s'imaginait pas du tout un retentissement pareil. Et beaucoup se sont rendus compte qu'ils étaient très insuffisants, très légers dans le traitement de ces sujets-là. Donc en fait, tout ça a convergé à peu près à la mi-septembre, à un moment où on a sorti la charte. Et donc ça arrive à point nommé, à un moment important en fait pour le climat, mais aussi pour le journalisme. Voilà, reportage signé Charlotte Chauvel. Anne-Sophie Novelle, quelle était la volonté première autour de cette charte ? Quelles ont été les différentes étapes de conception, en quelques mots, où vous êtes intervenue ? L'idée a été impulsée au printemps dernier, au printemps 2022. On a réuni une vingtaine de journalistes de supports spécialisés sur ces questions, mais aussi des journalistes exerçant pour Radio France ou France TV ou en freelance. Et on a pris des jeunes médias comme des médias plus historiques. Par exemple, un média comme Reporter existe dans le paysage médiatique français depuis la fin des années 80. Et en fait, Vert avait pensé au départ faire un manifeste pour ces 2 ans. Et les journalistes réunis ont dit, manifeste non, mais on n'a pas de texte qui, dans la profession, explique à quel point ces thématiques doivent renouveler notre posture journalistique. Et on est tout de suite parti sur l'idée de faire une charte qui soit un texte intemporel, une boussole, des principes qui puissent guider une évolution des pratiques. Dans l'absolu, j'aimerais bien que dans l'avenir, ce texte, on n'ait plus besoin de l'afficher, parce que ça deviendrait quelque chose de normal. Et donc, on a passé un certain nombre de réunions à discuter point par point de ce qu'on voulait voir apparaître dans ce texte. On avait juste un autre texte existant avant le nôtre, produit par des journalistes allemands et autrichiens, mais qui n'était pas rédigé de la même manière. Et donc on s'est arrêté sur ces points, on a discuté vraiment, j'insiste là-dessus, chaque terme, chaque mot a été longtemps débattu. On sait que cette charte n'a pas plu à tout le monde, que certains points paraissaient trop évidents ou allaient trop loin pour certaines rédactions. Nous, l'essentiel était de dire, voilà ce qui pour nous est ce socle commun sur lequel s'appuyer. On sait bien que c'est difficile de changer du jour au lendemain. L'idée, c'est de tendre vers ce type de choses et que vous adhériez à la démarche ou non, l'essentiel, c'est d'en débattre. Et donc, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont signé en leur nom propre, au nom de leur organisation, de leurs écoles, de leurs syndicats. D'autres n'ont pas signé, mais ils en ont quand même beaucoup parlé en interne. Donc, l'idée était aussi d'avoir un élément autour duquel se positionner, sachant qu'il y a plein de médias qui n'ont pas signé. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a, je dirais pas reproché, mais fait remarquer, mais qui ont quand même adopté en interne un certain nombre de principes. Et ça, c'est l'essentiel pour moi, c'est que ça puisse participer d'un contexte d'évolution de la profession. Alors parmi les signataires, justement, on a RFI, France 24, Mediapart, Cosette, Blast ou encore 20 minutes parmi les plus célèbres. Et puis justement l'ESJ avec Pierre Savary, directeur de l'ESJ qui a signé. Et puis vous, Olivier Abalin, qui avez déposé votre signature. Certaines personnes pourraient interpréter cela comme le fait d'imposer une façon de penser. Est-ce que justement le but pour une école de journalistes, en signant cette charte, ce n'est pas de montrer que l'écologie ne doit plus être simplement une question d'opinion, mais l'affaire de tous?
Oui, c'est ça, l'écologie, mais l'urgence écologique. C'est-à-dire, il y a urgence à agir, il y a urgence à présenter les enjeux et urgence à faire en sorte que les audiences auxquelles on s'adresse puissent se saisir de ces informations pour en faire quelque chose. C'est pour ça aussi que l'école a lancé, il y a 6 ans maintenant, le Master Climat et Médias, qui s'adresse notamment à un public de journalistes qui souhaitent traiter ces sujets-là, mais avec une connaissance augmentée des enjeux scientifiques et de la qualité des solutions qui pourraient être proposées pour être pertinents dans les sujets qui seront proposés. Et cette charte, on est heureux et on est fiers de la signer parce que à la fois elle met l'accent sur ce que peuvent faire les journalistes maintenant, mais aussi sur le fait qu'il faut se former et puis elle donne des guides sur la façon d'aborder ce sujet-là et pas uniquement, il ne s'agit pas d'imposer la réponse. Le GIEC lui-même, quand dans son 3e rapport, celui qui a été rendu en avril, le rapport dit des solutions en quelque sorte, en fait il n'est pas prescripteur, il analyse les solutions et il montre quels sont les impacts possibles, les effets possibles de telle ou telle piste d'action. Il ne s'agit pas de prescrire, chacun peut s'en saisir et décider de ce qu'il doit faire. C'est un petit peu le but, moi c'est un petit peu comme ça que j'ai signé la charte. Alors maintenant essayons de dézoomer, comment les médias à l'étranger en parlent, c'est l'heure de notre dernière chronique. Bonjour Alexis, comment les médias à l'étranger parlent-ils justement de la crise climatique ? Eh bien, commençons par faire un point d'abord sur la couverture médiatique mondiale de l'écologie et plus particulièrement donc sur le réchauffement climatique. Alors, selon l'équipe de l'Observatoire des médias et du réchauffement climatique de l'Université de Colorado, eh bien, cette couverture elle a augmenté notamment dans tous les pays entre 1996 et 2010. Et pourquoi cette plus large couverture médiatique ? Eh bien, ces pics d'attention, en fait, ils tendraient à coïncider en fait avec des événements internationaux, donc notamment avec des conférences organisées par les Nations Unies. Et cette tendance générale à la hausse de l'attention des médias, en fait, eh bien, elle confirme une croissance mondiale de l'attention portée en fait au changement climatique. Comme le dit Annabella Caravello, donc professeure associée au département des sciences de l'environnement donc de l'université de Minho au Portugal, les médias d'information sont des agents importants dans la production, dans la reproduction et dans la transformation de la signification du changement climatique. Toujours selon cette étude, en fait, eh bien, on a remarqué qu'il y avait un bond énorme qui avait été fait donc, au milieu des années 2000, et plus particulièrement donc, en 2017 avec un bond phénoménal qui s'est fait à cause en fait, du retrait des États-Unis des accords de Paris. Cependant, en fait, au-delà de cette tendance générale, l'évolution de l'attention portée à l'écologie donc, par les médias, elle varie d'un pays à l'autre, et c'est ce qu'a essayé donc, de rapporter une étude qui a été menée donc, par Mike Schaeffer, Ava Ivanova et Andreas Schmidt, donc, des chercheurs en sociologie donc, spécialisés dans les médias, qui est intitulée donc Media Attention for Climate Change Around the World. Donc elle s'est intéressée à 3 pays que sont l'Australie, l'Inde et l'Allemagne. Et quels en sont les résultats ? Eh bien en fait que pour ces cas, plusieurs types d'événements et d'activités étaient en mesure d'expliquer ce qu'ils décrivent comme des cycles d'attention. Donc le premier constat en fait, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, les phénomènes météorologiques en fait ont un rôle pas si déterminant que ça en fait dans l'activité des médias par rapport à l'impact écologique, parce que par exemple en Allemagne ils ont trouvé que un événement pour pouvoir prouver cela, donc c'était une inondation exceptionnelle en 2002. Donc deuxième constat, les facteurs les plus importants en fait pour expliquer l'attention portée à l'écologie par les médias, c'est l'impact international, donc notamment avec des conférences etc. qui ont eu un impact énorme en fait sur la couverture médiatique du réchauffement climatique. Et enfin, troisième constat, que les facteurs nationaux ne sont pas tant à négliger que ça. En effet, la prise en compte de la question donc, du réchauffement climatique par la politique, donc notamment nationale, peut avoir un impact. Donc, c'est ce qu'on a pu voir notamment en Australie, donc, grâce à cette étude qui a montré donc, qu'il y a une couverture beaucoup plus importante des suites d'un rapport notamment donc, du gouvernement australien sur la question. Par contre, à l'inverse, en Inde, ça n'a pas du tout été le cas, puisque de nombreux rapports ont notamment été remis, mais qui n'ont pas eu un seul impact donc, sur la couverture médiatique. Alors pour terminer cette émission, on respecte la tradition dont je dis tout, le mot de la fin. Je vais commencer par vous, Olivier Abalin. C'est une question plutôt compliquée. Je vais vous demander en un seul mot de qualifier la charte qui a été donc élaborée par le collectif de journalistes pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. En un mot, comment la qualifieriez-vous ? Avenir ?
Avenir pour Olivia Balin. Anne-Sophie Novelle, je vous ai laissé un petit peu plus de temps pour réfléchir. Quel mot choisissez-vous ? Essentiel. Essentiel et avenir, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivia Balin et Anne-Sophie Novelle. Merci à nos chroniqueurs et chroniqueuses. Merci également à ceux qui ont permis le tournage de cette émission en régie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à nous faire part de vos retours et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle émission pour On Je Dis Tout.